Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'avais envie de répondre à un commentaire d'une personne qui me suit sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Max, dédicace à toi. Il m'avait fait un commentaire sur une de mes vidéos qui date d'il y a un mois, si j'ai pas de bêtises. Je vous montrais un cours complet en fait, où j'enseignais à une élève taïwanaise. Si vous n'avez pas vu ce cours, donc niveau intermédiaire, A2B1, ce cours complet de 50 minutes, c'était le tout premier cours avec cette apprenante. Je vous mets le lien dans la petite fiche en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir ce cours pour comprendre donc ce commentaire de Max. Alors Max, il m'a posé une question qui est très intéressante. Il m'a dit en gros, il m'a demandé, il a vu en fait dans le cours que j'utilisais très peu l'anglais pour traduire. Il m'a dit voilà, est-ce que c'est volontaire de ma part de ne pas utiliser l'anglais? Est-ce que c'est mieux de faire un cours où on traduit pas beaucoup en anglais, en tout cas le moins possible, ou est-ce qu'on peut se permettre de temps en temps ou même assez souvent de traduire en anglais? En gros, la question de Max, c'est à quelle fréquence on doit traduire en anglais dans un cours de FLE, à quel moment ou dans une langue maternelle de l'apprenant, et à quelle fréquence on doit éviter de le faire. Alors moi, je vais essayer de donner mon avis dans cette vidéo, de par mon expérience, ce que j'ai appris, et voilà. Et je vous invite à donner votre avis également dans les commentaires. Alors, par rapport à la traduction, en tout cas en anglais ou dans une langue maternelle, on va d'abord commencer par l'anglais. Alors moi, je vais tout de suite dédiaboliser en fait ce que les gens peuvent dire. En fait, ce qu'on prône en fait quand on étudie le FLE, en tout cas en master ou même dans mon expérience à l'Alliance française, c'est surtout à ce moment-là, quand j'ai enseigné le FLE à l'Alliance française en Chine, on me disait que c'était vraiment pas bien, qu'il fallait vraiment pas traduire, qu'il fallait absolument éviter de traduire absolument. Et moi, je pense que c'est pas grave en fait de traduire de temps en temps. En fait, je pense qu'il faut pas rentrer dans des extraits. Enfin, il faut jamais se dire, ok, je vais traduire tout le temps. Mais il faut aussi ne pas rentrer dans l'autre extrême de se dire, je vais jamais traduire pour mon apprenant. Parce que, alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la raison principale, c'est que je pense que si vous êtes capable, en fait, de traduire un mot si l'apprenant, il comprend réellement pas, c'est rassurant pour l'apprenant. C'est vrai que quand vous enseignez le FLE en ligne, on vous demande de renseigner les langues que vous parlez. Si, par exemple, vous parlez anglais, allemand et espagnol, et que vous avez des étudiants qui sont espagnols, par exemple, et que vous parlez un peu espagnol, ben, ça sera rassurant pour l'apprenant, parce qu'il se dit, bon, ok, là, ce prof de FLE, il va m'enseigner français, mais si vraiment je suis perdu, je pourrais lui poser une petite question en espagnol, ce qui ne veut pas dire que vous allez parler toute l'heure en espagnol, hein, on est bien d'accord. Mais si vous êtes capable, voilà, à un moment donné, de parler la langue maternelle de l'apprenant, si vraiment l'apprenant est perdu, ça rassure un peu l'apprenant, c'est ce qui va lui permettre peut-être de réserver chez vous si vous êtes enseignant de FLE indépendant, par exemple. D'accord? Donc, par rapport à l'anglais, faut faire attention parce qu'il ne faut pas rentrer dans le piège de toujours parler anglais. Évidemment, si, en fait, dès le départ, si dès les premiers cours, vous commencez à trop parler anglais à votre apprenant, par exemple, quand vous dites bonjour, au début, vous présentez à l'apprenant, bonjour, et ben, posez les questions en français. Si vous voyez que l'apprenant est perdu, vous écrivez sur un Google Doc éventuellement. Mais si dès le départ, vous commencez à parler anglais pour faire les présentations, etc., très vite, au bout de 15-20 minutes, les mauvaises habitudes vont s'installer. Et l'apprenant, il se dit, oh, ok, ce prof parle très bien anglais, du coup, je vais lui parler anglais. À chaque fois que j'ai une question, je vais lui demander en anglais. Et voilà. Et du coup, il y aura le réflexe, en fait, à chaque fois qu'il comprendra pas un mot, de traduire en fait vers l'anglais, vers la langue maternelle. Et ça, c'est vraiment pas bon. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des apprenants comme ça. Enfin, c'est très rare. La plupart des apprenants, ils font toujours l'effort de parler en français. Et je me souviens que j'avais eu un apprenant qui était passé par plein de profs sur la plateforme Italki. Et il avait eu des profs en fait qui avaient l'habitude de lui traduire tout le temps en anglais, ou de passer par la langue maternelle pour apprendre le français. Et je voyais en fait, il avait tellement l'habitude de me poser des questions en anglais et de me dire comment on dit ça en anglais, etc., que je me disais, oulala, ça va être difficile pour lui de progresser, parce qu'il a déjà de très mauvaises habitudes. Et donc il m'a fallu casser ces mauvaises habitudes avec cet apprenant. Et à chaque fois qu'il avait le réflexe de parler sa langue, je lui disais, eh oh, en français, et de le reprendre. Donc vous voyez, là on est vraiment rentré dans un extrême qui n'est pas bon du tout. Et évidemment, en fait, pour apprendre une langue, vous le savez si bien que moi, il faut vraiment éviter de passer trop par la langue maternelle. Là, on était vraiment rentré dans un mauvais extrême, donc c'est pas bon, d'accord ? Donc voilà, donc je vous dis, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment pas rentrer dans un extrême ou dans l'autre. Il faut jamais se dire, bon bah là, je vais jamais traduire, si l'apprenant est perdu, je vais absolument faire des gestes dans tous les sens, et dessiner au tableau. Oui, c'est bien de faire des dessins, c'est bien de faire des gestes, c'est bien de parler lentement, etc. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, hein. À chaque fois que vous essayez d'expliquer des mots à des apprenants ou d'expliquer un concept que l'apprenant il comprend pas, essayez vraiment d'utiliser des mots très simples, de faire des gestes, d'écrire sur Google Doc ou d'écrire au tableau quand c'est le cours en présentiel. Bien sûr,
D'accord. Il faut éviter le plus possible en fait d'utiliser l'anglais en fait. 95% du temps ou 99% du temps, vous voulez parler en français, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que 100% du temps, il faudra absolument éviter de parler anglais. Il y a des situations où moi, ça m'est arrivé de temps en temps, où je voulais absolument pas traduire le mot en anglais. Et donc je partais dans des mots, et pour expliquer des choses très simples, des concepts très simples, j'utilisais des mots trop compliqués pour expliquer ça. Donc du coup, l'apprenant était trop perdu. Alors que si je lui avais donné le mot anglais dès le départ, ça mangeait pas de pain, c'était pas grave. Alors justement, c'est bien de dire un petit mot comme ça, et de pas dire une phrase en fait. Faut pas montrer à votre apprenant que vous parlez trop bien anglais. Parce que du coup, il va se dire, je préférerais passer par ce raccourci et lui demander carrément en anglais, quoi. Et là, ça devient une mauvaise habitude. Donc vous voyez, en fait, il faut vraiment être avec modération l'anglais, hein, pas trop. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans cet extrême, d'accord? Voilà. Alors c'est beaucoup plus simple de passer par l'anglais. En fait, je pense qu'avec les étudiants anglophones, ou même qui parlent très bien anglais, il faudrait ne jamais parler anglais, en fait. Il faudrait traduire le moins possible. Parce que, en fait, ils n'ont pas d'excuses, ces apprenants-là, en fait. Leur langue maternelle, elle est proche du français, d'accord? L'anglais, c'est quand même relativement proche du français. Il y a beaucoup de mots qui ressemblent en anglais qui ressemblent au français. Et donc, ils ont tout simplement aucune excuse, d'accord? C'est pour ça que si vous commencez à traduire en anglais à des apprenants anglophones, c'est déjà une très mauvaise habitude, mais en plus, ils n'ont pas d'excuses, quoi. Vous n'allez pas non plus leur mâcher tout le travail. Il y a tellement de mots transparents entre l'anglais et le français. Bon, bien sûr, il y a des mots, des faux amis. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Actually, actuellement, c'est un faux ami. Currently, c'est actually, en fait. Ou eventually, c'est pas éventuellement. Enfin, vous avez compris, il y a beaucoup de mots des faux amis. Et des vrais mots transparents, il y en a quand même beaucoup en anglais. Hein. Je sais pas si je pourrais donner quelques exemples, là, comme ça, en improvisant, mais il y a quand même beaucoup de mots qui ressemblent beaucoup. S'amuser, to amuse myself. Des fois, je ne savais même pas, des fois, j'apprenais qu'il y avait des mots qui ressemblaient. Par exemple, s'amuser, pour moi, c'est to have fun. Et finalement, quand un apprenant, il est pas trop bête, il tombait sur un texte où il y avait le verbe réflexif s'amuser, il comprenait que c'était to amuse yourself. Il connaissait le mot amuse yourself, du coup, il comprenait que s'amuser, ça voulait dire ça. Alors, il y a des apprenants qui ont pas mal de jugeotes, qui arrivent à comprendre avec le contexte, et il y en a qui ont moins de jugeotes. Tout dépend des apprenants. Mais en tout cas, voilà. Avec les apprenants anglophones, je pense qu'il faut vraiment éviter d'utiliser l'anglais. En tout cas, quasiment jamais. Moi, ça m'arrive quasiment jamais d'utiliser l'anglais avec les apprenants anglophones. D'accord ? Alors, à partir du moment où vous avez des apprenants qui ne sont pas anglophones, c'est beaucoup plus difficile. Moi, par exemple, j'ai beaucoup enseigné à des Asiatiques, en tout cas des Chinois. En ce moment, j'enseigne à des débutants, taïwanais, donc des apprenants taïwanais qui sont totalement débutants. Et là, ça devient difficile, en fait, si ces apprenants ne parlent pas anglais. Ils ont l'anglais comme langue de référence, vous pouvez toujours vous rabattre un petit mot d'anglais par-ci par-là, ça mange pas de pain. Mais s'ils ne parlent pas du tout anglais, alors là ça devient difficile si vous parlez pas chinois par exemple. Et moi j'ai eu ce problème-là en fait, et c'est pour ça qu'à l'Alliance française, on faisait des cours en binôme où en niveau A0 totalement débutant, quand on apprend l'alphabet, c'était le prof chinois qui commençait à faire ces cours-là pour enseigner tout simplement l'alphabet aux apprenants. Ou toute autre question qu'ils pouvaient avoir sur la langue française, parce que l'alphabet latin, s'ils parlent pas anglais, c'est quelque chose de nouveau pour eux en fait. Ils connaissent même pas les phonèmes de la langue française, tout est tellement nouveau pour eux qu'il fallait le professeur chinois pour leur expliquer. Voilà, donc ça c'est dans le cas où les apprenants n'ont pas du tout de base d'anglais ou n'ont pas du tout de base en fait de langue tout simplement qui sortent de l'écriture des caractères chinois, enfin voilà, qui touchent à l'alphabet latin. C'est beaucoup plus difficile. Donc là, il faut vraiment que vous ayez des talents en gestuel, en faisant des dessins, ou alors vraiment que vous parliez un petit peu la langue maternelle de l'apprenant. C'est pour ça que c'est toujours utile de parler plusieurs langues quand vous êtes prof de FLE en fait, de maîtriser les langues maternelles de vos apprenants. D'une part pour les erreurs en fait, vous arriverez plus à déceler les erreurs de prononciation, les erreurs par rapport à la barrière culturelle qu'il peut y avoir, les calques, beaucoup de types d'erreurs différents, et surtout, vous arriverez mieux à expliquer en fait à vos apprenants, si vous avez une petite base dans leur langue maternelle. Par exemple, moi je comprends mieux les erreurs des apprenants en chinois si je parle un peu chinois. Pendant longtemps, je comprenais mieux les erreurs des apprenants germanophones parce que je parlais allemand. Vous l'avez compris. Et c'est la même chose si vous parlez espagnol. Donc voilà, c'est le conseil en fait que je vais vous donner. C'est pour ça qu'il y a des profs de FLE en fait qui sont avantagés. Ceux qui parlent les langues étrangères, pour moi, ils sont un peu avantagés. Mais tout dépend du contexte, encore une fois. Si vous avez des anglophones, pour moi,
c'est pas utile de maîtriser forcément les langues étrangères, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de mots transparents, pareil avec les hispanophones. Mais selon moi, là où ça devient intéressant, c'est vraiment, voilà, quand il n'y a aucune base de référence pour les étudiants sinophones, il faut vraiment, c'est vraiment utile si vous parlez un petit peu leur langue maternelle, en l'occurrence le chinois. Voilà, donc en gros, par rapport à cette question de Max, est-ce qu'il faut traduire ou pas en anglais? Tout dépend du contexte, comme je vous l'ai dit. Si par exemple c'est des étudiants totalement anglophones, pour moi ça a pas trop de, c'est pas terrible. Par contre voilà, quand c'est des Taïwanais par exemple, moi je suis pas parfait en chinois, si vraiment j'ai besoin de leur donner un petit mot en anglais pour qu'ils comprennent mieux, c'est mieux des fois de donner un petit mot en anglais pour qu'ils comprennent un petit peu mieux le contexte, tout simplement. Alors par rapport au piège en fait sur lequel pour moi, c'est vraiment intéressant qu'on ait eu cette approche dans l'enseignement du FLE et qu'on ait vraiment, qu'à l'Alliance française, on ait vraiment appris à utiliser le moins possible l'anglais. Même dans les études, on en parlait déjà, en fait, ne passez pas par l'anglais, c'est vraiment de bien expliquer. Voilà, les compétences d'un pédagogue, en fait, c'est savoir expliquer sans utiliser la traduction, en fait. Parce que la traduction, c'est une vieille méthode. Hein. La méthode grammaire-traduction, faire des phrases de traduction comme ça, c'est pas ce qui aide le plus à l'apprenant pour être en immersion, en fait. C'est pour ça que ça marche pas si bien. Ça marche bien si vous voulez apprendre des phrases toutes faites, etc., être un peu comme un robot en fait quand vous parlez, ou même si vous vous intéressez à la grammaire ou si vous étudiez la langue, le français à l'université, d'accord? J'en ai déjà parlé du thème grammatical dans quelques leçons. Ça peut être une très bonne méthode, je dis pas, mais si vraiment vous voulez être capable de vous débrouiller dans la vie de tous les jours et de bien parler français, va falloir vraiment être en immersion. C'est pour ça que le fait de passer par la maternelle, on passe un peu dans la méthode traduction, et c'est une vieille méthode vraiment, c'est pas les méthodes contemporaines de l'approche actionnelle, communicative du FLE en fait, qu'on nous apprend en Master FLE. Donc c'est pour ça que si vraiment je devais donner cette idée en fait de Master FLE, on disait que c'était très théorique, mais vraiment que vous avez compris ça, de montrer en fait que l'approche communicative et actionnelle, c'est vraiment ça qui est important, et pas trop l'approche grammaire-traduction, ou même les vieilles méthodes qu'on utilisait, les méthodes audiovisuelles, ou je sais pas quoi, il y avait plein de méthodes à l'époque qu'on utilisait. Il y a beaucoup de pays en fait qui utilisent encore ces méthodes, hein. Par exemple en Asie, au Japon, en Corée, peut-être pas en Corée, mais surtout... ce que j'ai vu, moi, c'était au Japon, et en tout cas en Chine, on apprend les langues en faisant de la traduction, mais littérale. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait qu'on a des apprenants japonais, par exemple, qui sont très doués à l'écrit, qui aiment la grammaire, voilà, mais quand ils parlent, en fait, ils sont pas à l'aise pour parler, ils ont pas envie de faire des fautes, ils veulent que ça soit parfait, ils veulent que ça soit des robots un peu, Google Traduction. Et on sait très bien qu'apprendre une langue, ça marche pas comme ça. Il faut faire des erreurs, il faut prendre des risques, il faut faire des erreurs de vocabulaire, de grammaire, de prononciation. Il y a que comme ça, vraiment, que vous arriverez aussi à l'oral à travailler vos mécaniques. Il faut faire tourner sa langue dans sa bouche pour être capable vraiment d'utiliser de bonnes mécaniques pour bien apprendre la langue française. Et donc, malheureusement, les étudiants ou le système éducatif qui est trop perfectionniste, qui veulent comprendre vraiment de manière très pragmatique, parfaitement les règles de grammaire, parfaitement quel mot utiliser dans quel contexte, on n'arrive jamais à réellement progresser dans la langue et progresser à l'oral. Et c'est ça un peu le problème. Donc, pour moi, c'est dommage parce que effectivement, on a beaucoup de systèmes éducatifs autres. C'est pour ça en fait que je suis resté aussi dans le monde du FLE, c'est que je trouvais que cet enseignement en fait de langue française dans le FLE était idéal par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas. Par exemple, en France, l'apprentissage de l'anglais ou des langues étrangères est vraiment catastrophique parce qu'on passe trop par la grammaire au lieu de passer par le plus fun ou l'approche communicative des départs ou vraiment ce qui nous intéresse. Le pragmatique, qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui va être amusant pour nous, les goûts et les besoins encore une fois. On passe pas par les goûts et les besoins, on passe par ok on va sur le manuel, ok on va faire que de la grammaire et des trucs genre present perfect, prétérit et verbe irrégulier. Tout le monde ne sait pas comment s'en servir. Mon père, par exemple, je prends l'exemple de mon père, il parle pas très bien anglais, voilà, mais par contre, il connaît par cœur les verbes irréguliers, beaten, il les a tellement répétés quand il est enfant qu'il les connaît par cœur. Par contre, quand il doit faire une phrase où il doit dire yesterday, au lieu de dire yesterday I woke up, il va dire yesterday I wake up. Il va faire la faute, il va pas utiliser le prétérit pour dire hier je me suis levé. Donc voilà, à quoi ça sert d'avoir appris les verbes irréguliers, d'avoir appris des listes comme ça, si on n'est même pas capable d'utiliser le prétérit quand on utilise yesterday. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert à rien encore. Et ça c'est le système français. Alors, j'ai donné les deux exemples qui sont assez parlants. Le système japonais, on fait de la grammaire-traduction, et le système français, on fait le manuel, on suit le truc, et on fait de la grammaire, et voilà, on ne sait pas trop où on va. Donc, selon moi, je ne comprends pas pourquoi, en fait, on s'inspire pas un peu plus de ce qui marche, quoi, des pays qui arrivent à apprendre des langues.
Pourquoi on s'en sert pas un peu plus? Donc là, voilà, je me suis un peu égaré dans l'argumentation, mais c'est la réalité. Pourquoi on se sert pas un peu plus des systèmes qui marchent, des pays qui arrivent bien à apprendre des langues? Pourquoi on se sert pas un peu plus du système, par exemple, des Pays-Bas ou de la Suède? Eux, ils arrivent très bien à apprendre une langue étrangère, l'anglais. Alors pourquoi on fait pas pareil en France, par exemple? Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'ils font en Pays-Bas et en Suède? Ils sont exposés très tôt à la langue cible, à l'anglais. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est en anglais. C'est les champions de l'anglais là-bas, dans ces deux pays. Même les Allemands, ils sont très forts là-dedans. Pourquoi nous, en France, on fait pas pareil? Pourquoi on met pas tout, on travaille pas plus la langue cible? Parce qu'on est trop attaché à notre langue maternelle. En Angleterre, c'est pareil, souvent. On veut tout faire dans la langue maternelle, on veut passer par la langue maternelle, on veut faire trop de traductions littérales en passant par la langue maternelle. Et vous voyez pourquoi, pourquoi je parle de ça? Parce que vous voyez en fait qu'il y a un lien entre le fait que c'est pas bon en fait de passer par la langue maternelle de l'apprenant. Il faut vraiment apprendre à être en immersion, apprendre à sortir de notre zone de confort, apprendre à faire des erreurs. Il n'y a que comme ça en fait, quand on arrive à inculquer ça à nos apprenants, on a gagné en fait. Ça vaut tout l'or du monde. Vous pouvez faire tous les meilleurs cours de FLE qui existent. Si vous n'arrivez pas à faire comprendre à l'apprenant qu'il n'y a que en sortant de leur zone de confort, c'est pour ça qu'apprendre une langue, c'est du développement personnel. Il n'y a que en sortant de la zone de confort, en faisant des erreurs, en prenant des risques et en étant en immersion qu'on arrive vraiment à apprendre la langue. Et c'est pour ça que malheureusement, en fait, c'est pour ça que j'étais assez surpris en fait de l'enseignement FLE, qu'on ait cette bonne mentalité à se dire il faut pas traduire. Et pourtant, quand il s'agit d'apprendre des langues étrangères, nous en France, on n'est pas très doués. Ouais. Voilà, donc l'enseignement du FLE a bien compris comment faire par rapport à cette idée de la traduction. Il faut vraiment, selon moi, éviter le plus possible. Mais encore une fois, vous l'avez compris, je vous ai dit voilà, que je suis pas trop extrême et je dis voilà qu'on peut très bien de temps en temps traduire un mot par-ci par-là, il n'y a pas trop de problème. Encore une fois, allez voir cette vidéo si vous voulez avoir un avis de comment faire. Alors ce qui est important aussi, pour éviter de trop traduire, c'est de rendre tout visuel. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, mais plus vous rendrez vos cours visuels avec des images, avec des vidéos, avec des sons, et plus ça sera facile pour l'apprenant en fait. Parce que l'apprenant, il pourra utiliser ses 5 sens. D'accord, l'ouïe, peut-être le toucher, peut-être la vue, et ça lui permettra de comprendre en fait sans avoir à traduire. Et c'est ça, servez-vous-en au maximum en fait. On apprend une langue par immersion. Moi j'avais appris, quand j'étais jeune, j'avais appris l'anglais par le jeu vidéo, avec un jeu vidéo qui s'appelait Warcraft 3, auquel j'ai énormément joué. Et ben c'est comme ça, sans m'en rendre compte, juste en m'amusant, par immersion, j'avais appris la langue. Et ben c'est la même chose en fait. Et ça, c'est parce que voilà, vous vous amusez, vous vous rendez même pas compte que vous apprenez la langue parce que vous êtes en immersion. Voilà. Et encore une fois, si vous arrivez à faire des cours de FLE en faisant en sorte que l'apprenant y ait les besoins, les goûts et l'immersion, bah vous avez tout gagné en fait, tout simplement. Et moi je vous apprends à faire ça à travers ma formation Les Virtuoses du FLE. Je vous apprends à créer des cours pour répondre aux besoins et aux goûts des apprenants et justement sans avoir à traduire trop par l'anglais. Voilà, si peut-être aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu, vous vous dites voilà j'ai besoin de traduire trop ou je sais pas comment faire une progression pour mes cours, pour créer du dynamique, pour répondre aux besoins et aux goûts des apprenants, bah, je vous apprends à faire ça dans ma formation Les Virtuoses du FLE. Si vous êtes intéressé par cette formation, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette petite réflexion et merci à Max pour son commentaire. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux, ça m'aide beaucoup. En ce moment, je fais une vidéo par jour pour aider les profs de FLE comme vous à s'améliorer dans l'enseignement du FLE. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.